Bienvenue dans le monde de Pacifide. Pour les explorateurs qui ont fait un saut dans le passé, afin de réécouter à nouveau cet épisode, vous avez le choix de vous téléporter directement de quelques minutes vers le futur. Pour les autres, je vous laisse tranquillement découvrir l'univers de cette nouvelle saga. Laissez le monde s'éteindre un instant. Retrouvez cette respiration calme, ce point d'ancrage en vous. Sentez la présence de l'Abzu, cette eau originelle qui ne vous quitte jamais. Inspirez la sagesse des anciens, expirez le bruit de l'immédiat. Vous n'êtes plus un simple auditeur, vous êtes le témoin d'une vérité qui se réveille. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de marquer votre présence par un pouce bleu et de vous abonner. Votre soutien est la suture qui permet à ce codex de se déployer. Précédemment dans l'épisode 1, nous avons vu Nibiru vaciller sous son ciel d'or mourant. Anon a pris le trône après un duel de volonté, offrant un pacte de sang pour unir les clans. Mais Alalou, le roi déchu, a choisi l'exil plutôt que la soumission. À bord de son char céleste, il a forcé les portes du bracelet martelé pour s'écraser dans les eaux sauvages de Ki. Seul, face à l'immensité de l'océan Indien, il a lancé son défi vers les étoiles. Je possède le secret de la survie. Le signal est arrivé jusqu'au trône d'Anon. Les 50 pionniers d'Enki sont en route. L'histoire quitte le ciel pour s'enraciner dans la terre. Sur les rivages du monde que les archives nomment Ki, la vie ne murmure pas, elle hurle. Pour Alalou et Anzu, habitués à la lenteur majestueuse des chars nibiriens, chaque rotation de cette planète est une morsure temporelle. Ici, le soleil s'arrache et se couche avec une brutalité déconcertante, imposant un rythme frénétique qui agresse leur horloge biologique. Nous sommes à l'aube du temps, 450 000 ans avant votre ère. La Terre est alors à son apogée, une biosphère d'un équilibre parfait, une émeraude sauvage où l'humain n'est encore qu'une ombre lointaine dans le code génétique du futur. Pendant 70 jours terrestres, une éternité de rotation fiévreuse, les deux exilés ont vécu au rythme de cette nature souveraine. Ils ont observé le règne des grands mammifères, des troupeaux titanesques dont le passage fait trembler le sol sous les pieds des dieux déchus. Mais ils n'ont pas attendu les bras croisés. Alalou a passé ses nuits à sonder les sédiments des fleuves, ses gantelets de cancer extrayant les premières pépites doricales du limon fertile. Sur les hauteurs, Anzu a érigé une balise de cristal noir, dont le signal puissant déchire le vide pour guider la flotte à travers le chaos du bracelet martelé. À des milliers de lieues de là, derrière l'oculus de sa nef amirale, Enki contemple sa destination. Il vient de franchir les débris de Tiamat, là où le silence de l'espace est piqué de poussière de glace. Devant lui, Ki se dévoile enfin, une perle d'eau et de nuages, d'un bleu si profond qu'il semble absorber toute la lumière du système solaire. C'est un monde de fer et d'océan, une promesse de salut pour Nibiru, mais aussi une prison de terre pour ceux qui s'y aventureront. Guidée par le signal d'Anzu, la nef quitte le silence de l'orbite pour plonger vers les nuages de Ki. L'équilibre de Ki est soudainement rompu par un nouveau tonnerre qui ne doit rien à l'orage.
Les troupeaux s'éparpillent dans une panique instinctive alors que la nef d'Enki pénètre l'atmosphère, son bouclier thermique embrasant l'air sur son passage. L'étoile de métal descend avec une précision chirurgicale vers la balise des naufragés. Pour Alalou, debout sur le rivage, c'est la fin de la solitude. Pour la Terre, c'est l'instant précis où son silence millénaire rencontre pour la première fois la volonté des cieux. Le signal est lancé. Dans le vide entre Lamu et Ki, ma nef n'est plus qu'un point de lumière invisible pour les radars de Nibiru. J'observe le roi Alalou. Je le vois lutter contre les lianes et l'humidité de ce monde sauvage. Il croit avoir trouvé l'or. Je crois qu'il a trouvé une cage. Le prince Enki arrive. Je sens déjà la vibration de ses moteurs ioniques déchirer la haute atmosphère. Ils viennent avec leurs plans, leurs cristaux et leurs 50 bâtisseurs. Ils pensent apporter la civilisation. Mais moi, Anzu, je vois plus loin. Je vois cette poussière d'or qui va s'insinuer dans nos rêves. Je vois la terre nous dévorer, un jour après l'autre, jusqu'à ce que nous oublions le chemin des étoiles. La nef d'Enki repose désormais sur les eaux calmes du delta, tel un îlot d'argent au milieu des roseaux. Le sas s'ouvre dans un sifflement de dépressurisation. Lorsque le fils d'Anu pose le pied sur le limon de Ki, le contraste est frappant. Enki s'avance, premier-né du roi, héritier du sang de Nibiru. Sa stature est celle d'un bâtisseur de monde. Revêtu de l'armure du Verseau, il irradie d'une lumière azurée, une technologie intacte qui semble rejeter la poussière même de cette planète. Il est le maître des eaux, celui qui commande aux flux et aux structures, et sa simple présence rappelle à Alalou ce qu'il a perdu, la couronne et la pureté. Face à lui, Alalou et son complice Anzu l'attendent, marqués par l'exil. Leurs armures divines, le cancer et le lion, autrefois étincelantes, portent les stigmates de 70 jours d'une atmosphère trop riche, trop acide. L'oxygène de la Terre a déjà commencé son œuvre de corrosion. L'éclat des métaux sacrés a terni sous une couche de sel et d'oxydation. Sans un mot, Enki ordonne le déploiement des modules de maintenance. Alalou et Anzu sont placés dans des réceptacles de fréquences. Des ondes sonores invisibles balayent les plaques de leurs armures, pulvérisant les impuretés et l'oxydation terrestre pour rendre aux armures du zodiaque leur résonance nibirienne originelle. Une fois la dignité des exilés restaurée, la mission de sauvetage commence. Sous l'impulsion de champs de force tracteurs, la carcasse brisée du premier vaisseau est arrachée aux profondeurs du golfe. Rien n'est laissé à la nature sauvage. Chaque cristal, chaque circuit est récupéré pour servir de base à la première structure permanente. La flotte reprend alors de la hauteur, glissant au-dessus des brumes matinales. À travers les senseurs de la nef, Enki cartographie la géographie du delta. Il cherche le point d'équilibre parfait, le carrefour où les eaux douces de l'Abzu se mêlent aux marées salines du Golfe. Un lieu stratégique, protégé par les marais, mais ouvert sur les veines d'or que les sondes détectent déjà dans les profondeurs du sol. Le choix s'arrête sur une terre ferme, entourée de canaux naturels. Enki fait descendre le cristal de fondation, le cœur énergétique de la future colonie. Alors que la structure s'élève, défiant la boue et le chaos sauvage, il prononce le nom qui restera gravé dans les tablettes de l'histoire humaine. Eridu, la demeure construite au loin, la première ville d'un nouveau monde et la première étape d'une épopée qui allait changer le destin de 2 planètes. Pour bâtir la première demeure des dieux sur Ki, Enki ne choisit pas le sommet d'une montagne, mais la lisière mouvante d'un delta. Imaginez ce que vous nommerez bien plus tard les terres de Sumer, le sud de l'Irak actuel. Oubliez les plaines arides et la poussière des déserts. À cette époque reculée, ce lieu est une Venise primitive, une émeraude de vie où le golfe Persique s'enfonce profondément dans les terres, baignant les racines d'une jungle luxuriante. Le climat y est alors d'une douceur tropicale. L'air, chargé d'une humidité bienfaisante, vibre sous les chants d'oiseaux aux couleurs irisées. Enki plante son cristal de fondation sur une élévation naturelle, un monticule de terre ferme cerné par les eaux.
C'est ici, dans ce labyrinthe de roseaux géants et de canaux scintillants, que s'élève Eridu. Un phare de métal et de lumière qui semble flotter sur les brumes du matin, là où les fleuves du ciel viennent enfin se déverser dans les eaux primordiales de la Terre. Le choix est purement scientifique. Ce carrefour hydrologique est la clé de la survie de Nibiru. C'est ici que les veines doricalques sont les plus pures, transportées depuis le cœur de la planète par les nappes phréatiques avant d'être filtrées par le limon fertile. Enki installe ses laboratoires au plus près de la matière, créant une sentinelle technologique capable de sonder les profondeurs tout en restant protégée par des marais impénétrables. Pourtant, sous l'éclat des cristaux d'Eridu, une ombre commence à s'étendre. Alalu observe, silencieux. Il voit Enki diriger d'une main de maître ses 50 ingénieurs, les Anunnaki, qui façonnent la cité sans jamais solliciter son avis. Le roi déchu comprend avec une amertume naissante que son titre de souverain de Ki n'est qu'une étiquette honorifique. Dans cette ruche technologique où les ordres d'Enki font loi, Alalu se sent progressivement relégué au rang de spectateur de sa propre découverte. Entre le prince bâtisseur et l'exilé du cancer, un fossé invisible se creuse, nourri par les non-dits et le poids d'une autorité qu'il ne reconnaît plus. À Eridu, le génie d'Enki transforme le paysage à une vitesse qui défie l'entendement. Mais derrière la symphonie des bâtisseurs, un silence toxique s'installe. Alalu, celui qui a découvert ce monde et survécu seul dans son enfer vert, n'est plus qu'une figure de proue sans pouvoir. Chaque matin, il voit les 50 Anunnaki répondre aux ordres d'Enki sans même lui accorder un regard. Pour ses ingénieurs, Alalu n'est qu'un vestige du passé, traité avec une politesse glaciale dans une ruche technologique qui ne sollicite jamais son avis. Les premiers rapports qu'Enki transmet vers Nibiru sont formels. La richesse de Ki dépasse toutes les espérances. Les sondes confirment des veines dorichalques massives, mais leur extraction exige une logistique que ces pionniers ne peuvent porter seuls. Dans ces messages codés, le nom d'Alalu s'efface derrière les calculs de l'ingénieur. Le roi déchu comprend que son sacrifice et son honneur sont en train d'être dissous dans la froideur des rapports techniques. Entre le prince bâtisseur et l'exilé du cancer, un fossé invisible se creuse, nourri par le poids d'une autorité qu'Alalu ne reconnaît plus. Enki, enfin diplomate, sent le venin de cette rancœur menacer les fondations de sa cité. Pour neutraliser son rival sans le froisser, il lui offre une mission à la mesure de sa légende, devenir l'arpenteur des mondes. Sous prétexte de sécuriser la route du retour et de trouver des bases arrières, il confie à Alalu et au maître pilote Anzu le soin de sonder les planètes intérieures. C'est un exil honorifique, un coup de maître destiné à libérer Eridu de l'ombre encombrante du vieux souverain. La nef d'Alalu s'arrache à la pesanteur de Ki pour un voyage de plusieurs mois à travers le système solaire. Leur première escale les mène vers l'éclatante Laamu, la planète Vénus. Mais derrière son voile de nuages dorés se cache un enfer corrosif. L'atmosphère de soufre et la chaleur extrême saturent leurs instruments, menaçant de dévorer les circuits les plus résistants de leurs armures. Alalu juge ce monde invivable et rebrousse chemin vers la sentinelle Kingu, votre lune. Mais ce désert de poussière grise, bien que stratégique pour l'observation, manque cruellement des ressources nécessaires à une colonie autonome. C'est enfin vers la silhouette ocre de Lamu, la planète Mars, qu'ils dirigent leurs senseurs. Sur ce monde de fer, Alalu trouve enfin une terre à sa mesure. La gravité réduite et la stabilité des plateformes de lancement géostationnaires en font le port spatial idéal, loin des ceintures de radiation oppressantes de la Terre. L'amertume d'Alalu s'efface devant une ambition nouvelle. Si Enki règne sur les eaux de Ki, lui sera le maître des plateformes célestes. Dans la solitude rouge de Mars, la graine d'une souveraineté nouvelle vient de germer. Pendant que les deux exilés arpentent le vide, Enki consolide sa position, mais il fait face à une exigence nouvelle. Ces 50 pionniers, épuisés par la morsure du temps terrestre et l'isolement, réclament leur famille pour ancrer leur vie sur Ki. L'appel vers Nibiru n'est plus une demande de secours, mais un ordre de colonisation massive. Après quelques nouveaux mois terrestres, derrière le bracelet martelé, une flotte de vaisseaux lourds déchire enfin le silence. À leur bord,
plus de 300 Anunnaki et Igigi, les maîtres des plateformes, apportent avec eux les puits de forage profonds, les structures d'extension des cités et les foyers qui transformeront le campement d'Eridu en une véritable capitale. Au cœur de ce déploiement de force voyage Damkina, la fille d'Alalu. Son union imminente avec Enki doit sceller par le sang ce que la technologie a commencé, suturant les deux lignées royales avant que l'ombre d'Enlil ne vienne, depuis les cieux, contester cette nouvelle hégémonie. Alors que la flotte de renfort stationne en orbite haute, le destin de la mission se joue d'abord par-delà les étoiles. Alalu, depuis sa nef de prospection, lance un appel vibrant vers le conseil des 7 sages sur Nibiru. Il réclame son dû, refusant d'être le simple spectateur de la gloire d'Enki. Dans un dialogue tendu qui traverse le vide, Anu doit trancher. C'est ici qu'Enki déploie sa brillance. Plutôt que de s'opposer à son rival, il appuie sa requête. Il propose de faire d'Alalu le souverain de l'Amu, le maître de Mars. Un trône stratégique où son expérience de guerrier et le savoir-faire des Igigi transformeront la planète rouge en une forteresse logistique indispensable. Mais la stratégie ne suffit pas à pacifier les âmes. Lorsque la nef royale de Damkina se pose enfin sur le limon d'Eridu, Enki s'avance pour honorer un pacte scellé des siècles plus tôt sur les dômes d'argent de Nibiru. Il n'a jamais vu celle qui lui fut promise par Anu pour apaiser la lignée d'Alalu. Mais alors que le sas s'abaisse et que la princesse s'avance, la froideur du calcul politique s'efface instantanément. Face à la fille de l'exilé, dont la fierté égale la beauté sculptée par les cieux, le bâtisseur d'Eridu est frappé par une évidence qui dépasse les traités. Ce qui ne devait être qu'une obligation diplomatique devient une attraction sincère. Enki ne voit plus seulement une alliée, mais la femme capable de porter avec lui le poids de ce nouveau monde. Avec une intelligence rare, Enki transforme cette promesse de sang en un levier d'harmonie. En accueillant Damkina avec un désir authentique, il valide aux yeux de tous le pacte d'Anu tout en offrant à Alalu une porte de sortie honorable. Le vieux souverain voit son honneur restauré. Sa fille régnera aux côtés du prince bâtisseur et sa lignée est désormais ancrée pour l'éternité dans le futur de la Terre. En épousant Damkina par choix autant que par devoir, il offre à Alalu une porte de sortie honorable. Sa lignée régnera indirectement sur Ki à travers ses futurs petits-enfants, tandis que lui-même s'en va régner sur les plateformes de Mars. C'est un coup de maître politique qui transforme un décret lointain en une romance impériale. La cohésion du groupe est sauvée, non par la force, mais par cette sage alliance de raison qui lie le désir du prince à la survie de son peuple, apaisant les cœurs avant que les corps ne s'épuisent à la tâche. La fête qui s'ensuit à Eridu marque l'union des sangs et des ambitions. Sous les dômes de cristal, la paix semble enfin scellée. Mais dans l'intimité de cette union, Damkina porte déjà une promesse qui dépasse les traités. De ce mariage né de la raison et de la passion, surgira bientôt celui que la Terre attend, Marduk. Un fils dont la biologie sera le premier pont parfait entre la pureté de Nibiru et la puissance brute des éléments de Ki. Un enfant de la Terre, conçu dans l'amour et la stratégie, qui, un jour, réclamera bien plus qu'une cité dans les marais. Les années s'écoulent sur Ki, transformant le Jardin d'Éden en une vaste entreprise planétaire. Eridu n'est plus un simple phare, mais le cœur battant d'un réseau qui s'étend désormais vers les montagnes et les fonds marins. Sous la direction d'Enki, les 300 nouveaux arrivants s'acharnent à extraire l'Orichalque, mais la Terre commence à réclamer son tribut. Ce qui était une aventure devient une routine de fer. Les Igigi, habitués à la pureté du vide spatial, s'épuisent dans l'humidité étouffante des mines, leurs armures divines luttant sans fin contre la corrosion et la boue. Mais c'est sous le métal que la faille est la plus profonde. Leurs mouvements se font plus lents, leur souffle plus court. L'alliance de sang entre Enki et Damkina porte ses fruits, mais elle ne peut apaiser cette fatigue étrange qui s'empare des travailleurs de l'ombre. Le temps terrestre est un poison lent pour ce nez sur Nibiru. Dans les profondeurs des puits, le murmure de la plainte commence à remplacer des chants de travail. Les quotas d'or exigés par le Conseil deviennent une obsession, une pression constante qui descend des cieux. Enki, malgré sa sagesse,
voit ses ingénieurs se transformer en contremaîtres et ses pionniers en ouvriers de l'ombre. Au milieu de cette tension industrielle, un enfant grandit dans les jardins suspendus d'Eridu. Marduk n'est plus un nourrisson, mais un jeune prince qui observe ce monde avec des yeux que aucun Nibirien n'a jamais possédés. Tandis que les adultes s'essoufflent et semblent flétrir sous le soleil de Ki, lui semble se nourrir de l'énergie de la planète. Il court sur le limon sans fatigue, il comprend le langage des eaux et la fureur des orages. Pour les Igiji qui souffrent, il est un miroir inversé de leur propre déclin. Pendant ce temps, sur Lamu, Alalu observe le balai des vaisseaux lourds. Il règne sur les ports spatiaux, mais il voit chaque gramme d'or transiter par ses mains pour s'envoler vers Nibiru, sans que son peuple n'en retire la moindre gloire. L'alliance de raison vacille sous le poids du labeur. Le nœud fragile s'étire, prêt à rompre, car au-delà du bracelet martelé, le prince Enlil vient de recevoir les pleins pouvoirs pour superviser la mission. Son arrivée n'est plus une rumeur, elle est une menace qui plane sur l'équilibre fragile d'Eridu. Alors que les premiers convois d'Orichalque regagnent leur planète, un constat terrifiant remonte des rapports médicaux de Nibiru. Le métabolisme des pionniers ne semble plus adapté à leurs habitats naturels. Il ne réagit plus au protocole de leur terre natale. Leurs cellules se sont accordées à une fréquence trop dense, trop rapide. Ce que les savants commencent à murmurer entre eux, avant que le mot ne devienne une sentence publique, c'est l'existence du mal de terre, une condamnation silencieuse. Ceux qui ont trop longtemps foulé le limon sont désormais liés à cette planète jusqu'à leur dernier souffle. La colonie ne reviendra pas. Eridu n'est plus une base, c'est une cage d'Orichalque pour ces exilés du sang. Le système de rotation des travailleurs s'effondre face à cette réalité biologique. Les murmures laissent place à l'incompréhension. On ne revient pas de la Terre. Ces pionniers, résignés à l'effort contre des promesses de renfort, voient leurs espérances de retour triomphant s'évaporer au profit d'une existence rythmée par les saisons terrestres. Pour beaucoup, l'amertume se double d'un sentiment de trahison. Nibiru réclame leur or, mais leur refuse désormais le repos dans ses palais d'argent. Enki, dont la sagesse doit désormais apaiser une population de plus en plus sédentaire, comprend que le moral de ses 1200 sujets est la clé de la mission. Il doit transformer la survie en destin. Mais cette sédentarisation forcée augmente la pression sur les ressources. Pour nourrir et loger cette population grandissante, les quotas d'extraction doivent doubler. Ce cercle vicieux, plus de colons exigeant plus d'or pour justifier leur présence, devient le terreau d'une fatigue nerveuse qui gagne même les plus fidèles. C'est dans ce climat de confinement planétaire que le ressentiment des Igiji et des travailleurs de l'ombre atteint son point de rupture. Ils se sentent comme des bêtes de somme oubliées sur un monde sauvage. Tandis que Marduk grandit, vigoureux et en parfaite harmonie avec ce poison qui ronge ses aînés, Anzu observe cette détresse. Le commandant du ciel voit dans ce mal de terre l'étincelle idéale pour enflammer une révolte que même la sagesse d'Enki ne pourra contenir. Le ciel de Ki ne nous appartient plus. Il est devenu notre prison. Ce que les médecins d'Eridu appellent le mal de terre n'est pas une maladie, c'est une métamorphose. Nous, les pionniers, les fils de Nibiru, avons senti nos cellules s'accorder au rythme de ce monde. Pour chaque gramme d'Orichalque extrait du limon, nous avons payé le prix de notre éternité. Revenir sur notre planète natale est désormais un arrêt de mort. Nos os se briseraient sous sa gravité, notre sang bouillirait dans son atmosphère pure. Nous sommes 1200 désormais. 1200 exilés du sang, bâtissant une cité de lumière dans l'humidité des marais. Et au milieu de notre fatigue, un enfant court là où nous trébuchons. Marduk. Il ne subit pas la terre, il l'embrasse. Il est le premier d'une lignée nouvelle, mais son rire est un rappel cruel de ce que nous avons perdu. Mais le temps de la mélancolie touche à sa fin. Car là-haut, derrière le voile des nuages, une ombre bien plus froide que celle d'Enki s'apprête à descendre. Le prince Enlil arrive. Il ne vient pas pour nous soigner, il vient pour nous commander. Et avec lui, l'ordre de Nibiru va s'abattre sur nous comme un linceul d'acier. Alors que les murmures de révolte s'intensifient dans les profondeurs des mines, un signal prioritaire déchire le ciel d'Eridu. Ce n'est pas un convoi de ravitaillement,
Les capteurs longue portée d'Anzu saturent, une signature thermique colossale, celle du vaisseau amiral royal, vient de franchir l'orbite lunaire. À Eridu, le travail s'arrête net. La peur remplace la fatigue. Le roi des dieux, Anu, quitte son trône d'argent pour la première fois depuis des millénaires. Il descend sur Ki non pas pour féliciter ses fils, mais pour juger l'agonie d'un projet qui devait sauver Nibiru et qui semble s'enliser dans la boue. Dans l'urgence, Enki doit transformer une colonie minière en palais de réception. On dresse des tentes de soie sur le limon, on cache les corps épuisés des Igiji, on tente de masquer l'odeur du soufre par des parfums de cèdre. C'est une course contre la montre pour offrir au patriarche l'illusion d'une mission sous contrôle. Mais l'air est lourd d'une tension nouvelle. Chacun sait que le roi n'entreprend pas un tel voyage seul. La rumeur court déjà. Il apporte avec lui le bras armé de Nibiru, le fils resté pur. L'attente est insoutenable. Le ciel finit par s'obscurcir totalement, non par un orage, mais par la masse d'acier colossale qui occulte désormais le soleil. Le mastodonte de métal descend lentement, écrasant les herbes hautes et faisant trembler les fondations même de la cité sous son poids titanesque. Un nuage de poussière dorée enveloppe le site avant que les moteurs ne s'éteignent dans un sifflement prolongé. Le silence qui suit est celui d'une cathédrale. Enfin, le sas principal s'ouvre. Anu apparaît, majestueux, protégé par une atmosphère pressurisée pour éviter la souillure du mal de terre. Mais c'est l'ombre qui le suit qui paralyse l'assistance. Pour la première fois, les colons découvrent Enlil. Il resplendit dans l'armure du taureau, héritage direct de son père, symbole d'une rigueur que l'oxygène de la terre n'a pas encore émoussée. Le tumulte des moteurs et des trompettes de la garde s'étouffe brusquement pour laisser place à un silence cristallin, presque irréel. On n'entend plus que le léger bourdonnement électrique de la sphère de confinement. Au milieu de cette démonstration de force et de protocole, un moment de pure humanité divine suspend le temps. Anu, avant de s'enfermer avec ses fils pour délibérer, s'arrête devant le jeune Marduk. Voyant son petit-fils, dont l'énergie semble déjà vibrer à l'unisson avec le limon de Ki, le roi sourit. Dans un geste de tendresse presque désinvolte, il sort de sa parure une sphère de confinement bourdonnante d'une énergie bleutée. Comme on offrirait un jouet fascinant pour occuper un esprit trop vif, il dépose entre les mains de l'enfant le secret des vents mauvais. « Tiens, amuse-toi avec le souffle des mondes », semble murmurer le patriarche. Marduk, fasciné, ne se doute pas que ce présent de grand-père est en réalité la clé des courants primordiaux que personne d'autre sur cette planète ne saura jamais dompter. Le banquet qui suit sous les voiles de soie est une parodie de fête. On mange et on boit, mais les yeux d'Anu ne quittent pas les rapports de quota. Il voit la mutation du sang de ses pionniers et l'empathie d'Enki pour ce limon étranger. C'est entre deux coupes de vin, avec la froideur d'un décret gravé dans le cristal, que le roi tranche le monde en deux. Pour guérir la plaie du commandement, il répartit la gérance de Ki entre les frères. À Enki, il confie l'Abzu. En hommage à leurs croyances ancestrales et à l'océan primordial de leur genèse, Anu réattribue ce nom sacré aux profondeurs inexplorées de l'Afrique du Sud. Désormais, l'Abzu ne sera plus seulement un mythe céleste, mais une réalité terrestre, un royaume d'eau souterraine et de ténèbres où Enki, désormais seigneur des abîmes, devra s'exiler pour arracher aux entrailles de Ki son précieux orichalque. Pour Enlil, la sentence est celle qu'il attendait. Il reçoit le commandement de l'Odin, la plaine de Mésopotamie, et le contrôle total sur Eridu. Il est le seigneur du vent et de la loi. La passation est brutale. Enki conserve la science, mais le sceptre du pouvoir appartient désormais au fils préféré, au taureau de Nibiru. Anu repart vers les étoiles sans se retourner, laissant derrière lui une fratrie scindée et un peuple terrifié. Car sous le regard d'Enlil, la Terre cesse d'être une aventure pour devenir une usine à ciel ouvert, où le moindre murmure sera désormais traité comme une trahison. Les échos de ce chapitre s'apaisent maintenant dans le silence de votre esprit. Laissez la poussière d'orichalque se poser. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas qu'un récit. C'est une graine de conscience. Ne brusquez pas votre retour. Gardez cette vision d'Eridu
et le murmure des eaux de l'Abzou comme un refuge. Portez cette paix avec vous, comme un secret précieux, jusqu'à ce que nous ouvrions ensemble le prochain volet du Codex. Le temps n'est plus votre maître, vous êtes l'héritier du récit. Reposez-vous dans cette clarté.